Salut à toi mon ami, j'espère que ça enregistre. Aujourd'hui j'essaye un truc avec mon téléphone à l'envers. Donc je vois pas du tout quelle tronche j'ai. Mais voilà. Comment vas-tu mon ami? Ça fait un bail. Hein. Alors aujourd'hui j'étais inspiré de faire une vidéo grâce à mon ami, mon cher ami Max Verham, que j'ai rencontré sur YouTube. Et aujourd'hui, il y avait une rencontre de groupe hebdomadaire. Et il a demandé à chacun de papoter un petit peu. Donc ça a été à mon tour. Et j'ai pu exprimer des choses qui me venaient à l'esprit, notamment certaines réalisations. Et c'était super chouette. Donc je mettrai en lien la chaîne de Max, un type très bien. Et je dirais même que c'est, dans ma quête personnelle, c'est un des éléments, un peu la cerise sur le gâteau à la fin, l'élément qui me manquait pour débloquer certaines choses. Donc je vais me tenter à l'exercice d'essayer de répéter ce que j'ai dit tout à l'heure face au groupe. Et on va voir comment ça se passe. J'ai pris un petit pain au chocolat avec moi. Donc si jamais je suis tenté, je vais me mettre à manger un petit bout de pain au chocolat. J'espère que ce ne sera pas trop dégueulasse. Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Et c'est avec grande émotion que je me remets à faire des vidéos. J'ai fait une assez longue pause. J'avais besoin de vivre certaines choses. Et ma foi, c'est assez étonnant. Je trouve vraiment sincèrement que cette vie est un cadeau d'une richesse incroyable. Et que toutes je prétends même, je ferai une vidéo là-dessus, que je pense que nos vies sont parfaites. Et donc je ferai une vidéo là-dessus. Et notamment, je me suis longtemps interrogé sur la notion de, comment dirais-je, de libre arbitre. Et pendant longtemps, j'ai douté vraiment de l'existence du libre arbitre, parce que lorsqu'on voit la complexité de créatures que nous sommes, tu prends trop de café un jour, tu es malade, tu ne peux pas te concentrer, on est tellement... Je pense que ce qu'on consomme, ce que l'on vit, tout ça affecte nos pensées, tout ça. Donc si on est tellement à la merci d'éléments extérieurs dans nos pensées, comment on peut dire qu'on a accès à une sorte d'autonomie pour décider? Si je dis tiens, je vais aller à droite, peut-être que je vais à droite parce que une heure avant, j'ai mangé des œufs mayonnaise. Donc est-ce que c'est ça le libre arbitre? Et petit à petit, plus je faisais de mes recherches et plus je découvrais, je crois, qu'il semblerait qu'il y a un libre arbitre, mais ce n'est pas celui qu'on croit. Et donc je vais essayer d'aller vite. J'ai l'impression qu'en fait nos vies, d'une certaine manière, sont toutes déjà tracées, comme si c'était avant qu'on arrive dans cette vie. C'est comme si on avait décidé quelle série télé, quel film on allait traverser. Et c'est comme si on était sur une route. Et j'ai déjà parlé de cette image auparavant. C'est comme si nous étions sur cette route et on était derrière le volant, mais on n'a aucun contrôle sur le volant. Le seul contrôle qu'on a, c'est l'accélérateur ou le frein. Et donc, je crois que la vie, c'est ça. C'est de comprendre des choses, de faire son travail, tout ça, et puis afin de mieux ménager la vitesse de notre vie et de notre voiture. Et donc, parfois, j'ai cette image de moments très difficiles qui nous ont traumatisés dans cette vie. Et avant de comprendre que ce sont des opportunités, eh ben on a les deux pieds sur le frein et on se retrouve pendant 5 ans, 10 ans à revivre des traumas de l'enfance. Voilà. Mais bon, je ferai une vidéo plus détaillée là-dessus. Mais aujourd'hui, je voulais juste avoir une petite interrogation, parce que je ne m'attendais pas du tout à sentir ce bonheur, cette joie d'avoir partagé un petit bout de moi durant les rendez-vous de Max. Et donc je vais essayer de
de voir si je peux reproduire ce qui était totalement improvisé de ma part. Donc, je découvre de plus en plus que jusqu'à mon divorce, il y a à peu près un peu plus d'une dizaine d'années, j'ai réalisé que j'avais été comme un acteur dans ma vie. Pas un acteur actif, mais plus comme je sais pas, comme un figurant. Et que en fait, en ayant grandi dans une famille extrêmement dysfonctionnelle, j'avais l'impression de grandir dans une famille qui reproduisait assez, de temps en temps, pas tout le temps, mais suffisamment, des comportements proches de familles d'alcooliques. Et donc j'ai grandi avec cette peur terrifiante, non seulement du jugement, de la critique, et j'ai grandi avec cette impression que je n'étais pas assez, que j'étais insuffisant. Donc j'ai grandi avec pas mal d'angoisse liée au perfectionnisme. J'ai cru que pour réussir ma vie, il fallait que je sois dans l'hyper-performance. Pour faire plaisir à mes parents, je suis parti faire des études de sciences en fac, sciences et structures de la matière à l'époque, à Marie Curie. Et je ne me suis pas rendu compte avec les années qu'en fait j'étais en train de construire un oignon autour de moi, une personnalité qui est, tu vois, comme un costume. Donc tu grandis, tu es petit, tu vois tes parents se déchirer, donc tu es obligé de surréfléchir comment tu vas être, donc ça te crée déjà une première carapace. Tu grandis, tu vois le monde qui incite à se conformer, et tu mets un autre costume par-dessus, et les costumes s'empilent. À la fin, tu es un bibendum, tu arrives à 30-40 ans, tu es un bibendum et tu ne le sais pas. Et tu crois que le bibendum, c'est ta personnalité. Et c'est comme j'ai pu le dire auparavant, j'ai fait beaucoup de travail. Quand le divorce est arrivé et qu'il était inévitable, il y a plus de 10 ans, je ne savais plus où me mettre, je ne savais plus où j'habitais. Et peut-être que je ferai un jour une vidéo là-dessus sur la perception masculine des hommes après un divorce, parce que je crois que c'est un sujet assez tabou. Et là, j'ai réalisé, j'ai eu un choc. Toute mon identité de père, d'homme, de mari, tout avait explosé instantanément après la signature du divorce. Et là, je me suis retrouvé face à moi-même. Et là, j'ai réalisé, je crois qu'en quelques semaines, que je m'étais fourvoyé dans cette vie, que j'avais joué un numéro, que je croyais que j'étais malin, que je croyais... J'ai subi énormément d'abus durant l'enfance qui ont d'une certaine manière construit ma sensibilité, et une sorte d'hypersensibilité, alors je ne sais pas si elle est génétique ou liée au trauma de l'enfance, qui ont fait que j'ai grandi avec un désir de réussir, et avec aussi un sentiment de honte par rapport à la folie de mes parents. Et donc il a fallu se construire autour de ça. Et donc j'ai eu l'impression de grandir comme un gymnaste ou un danseur qui sait mettre les pas où il faut, une version caricaturale de cette notion de marcher sur des œufs. Et j'ai cru qu'avec ma sensibilité, mon intelligence, je serais plus malin que les autres et que j'arriverais à avoir une vie belle, pleine et épanouie. En fait, je me suis vraiment totalement leurré, je me suis vraiment rétamé. Et donc ça a marché jusqu'à un certain temps. J'ai pu faire le mariole, grandir, développer mon intellect. Je comprenais bien que depuis l'enfance que j'avais aussi des caractéristiques d'un peu de surdouance couplées à de l'hypersensibilité. Et j'ai grandi en me disant peut-être que je peux tout réussir si je suis conciliant, gentil et
en évitant les conflits. Hein. Et je ne me rendais pas compte de l'héritage que je traînais. Et donc j'ai avancé dans cette vie avec, à l'époque, la culture française. Et donc j'ai tout fait pour essayer de répondre aux exigences familiales, aux exigences des traumas de l'enfance et à la culture française de l'époque. J'étais en région parisienne, donc une forme d'imposition de la culture parigo, bobo. Et donc j'ai cru que c'est simple, il suffit d'être cool, de cocher toutes les cases du mec sympa. Et j'ai eu tout faux. Je me suis complètement vautré. En fait, cette gentillesse que j'ai en moi, qui est une partie de cette gentillesse est naturelle, elle est devenue une sorte d'armure, presque quelque chose, comment dire, pour me donner l'illusion que j'avais un quelconque contrôle dans ma vie. Je pensais que si j'étais suffisamment gentil, conciliant, si je fournissais des choses à l'autre, à mes relations, tout ça, que j'allais avoir des choses en retour sans avoir besoin de les stipuler, sans avoir besoin pour moi d'indiquer mes limites. Et donc j'ai grandi avec une naïveté stratosphérique, et une partie qui venait de mon enfance où en fait j'ai grandi avec l'imposition parentale de devoir me soumettre et d'accepter tous les abus de deux parents extrêmement instables et immatures émotionnellement. Et j'avais aucune idée, non seulement de ce qu'était le sens de la vie, c'était quoi le projet, et j'ai grandi en pensant que le bibendum chamallow que j'avais créé autour de moi, tous les costumes que j'avais mis pendant des années pour me conformer, pour faire plaisir, pour avoir une chance de plaire aux femmes, tout ça, c'était un fourvoiement. Et aujourd'hui, je peux le dire, ça a été aussi excusez mon French, ça a été de la merde. Donc voilà. Donc entre ça et la société qui devenait de plus en plus progressiste avec des idéologies totalitaires où il fallait marcher au pas, où il fallait presque avoir honte d'être un homme. Donc moi je me dis putain, avec mon ultra-sensibilité, je développe donc des capacités à me conformer au monde, et je pensais que c'était ça la vie. Je ne me rendais pas compte que plus les années passaient, plus le costume de bibendum marshmallow chamallow était devenu mon identité. Alors naturellement, je crois que la vie fait bien les choses. Quand tu te fourvoies dans la vie, tu as comment on appelle ça en anglais, des reality checks. Et donc, tu as la vie qui dit, attends, c'est n'importe quoi là, tu es à 1% de tes capacités. Et donc, je ne me suis pas rendu compte, jusqu'à mon divorce, qu'en fait, toutes les souffrances de l'enfance, les idéologies X ou Y à la noix sociétale, la peur d'être rejeté par la société, la peur de faire un faux pas, qu'en fait tout le système, qu'il soit familial lorsqu'il est surtout dysfonctionnel, ou sociétal, pousse à l'individu à se conformer, à être une sorte d'ombre de lui-même. Et à la fin, avec la technologie, on crée des populations qui serviles, et on leur donne l'illusion qu'elles ont un pouvoir dans leur vie, mais qui n'est qu'un pouvoir de pacotille, c'est-à-dire on crée des déviances, des traumas chez les individus qui, à défaut de pouvoir agir dans leur vie, être en action, de pouvoir comprendre qu'ils ont accès en eux à un pouvoir quasiment infini, alors tout le monde entre, et moi y compris, dans des perditions intellectuelles, des suranalyses, comme si tu passais des années à réfléchir le monde, tu pourrais t'émanciper. Ça a été de la connerie. J'ai vraiment... c'est incroyable en fait.
ce que j'essaie de partager avec cette chaîne, c'est des choses que je n'ai même pas pu réussir à découvrir grâce à tous les efforts que j'ai faits après mon divorce, les thérapies, les machins. Le passage à l'acte, c'est ce qui m'a sauvé. Hein. Quand j'ai fait cette chaîne, par exemple, entre autres, parmi d'autres actes, je me suis exposé, je me suis livré, et sortir du cocon familial qui était entartiné par de la honte. Lorsqu'on grandit dans une famille dysfonctionnelle, c'est très similaire aux sectes. Il y a un phénomène de culte où en fait, où on t'endort en te disant qu'il faut que tu sois loyal, servile, respectable face à la famille, comme si la famille c'était quelque chose de tellement sacré, hein, mais afin que tu oublies les désordres, les dysfonctions, les insuffisances. Et donc dans ces moments-là, tu peux passer toute ta vie à réfléchir, voire même à faire des séminaires, mais si en toi il n'y a pas un désir d'ouragan, de cataclysme pour briser tes chaînes, c'est mort. Et j'ai fait par tâton, par hésitation, j'ai brisé petit à petit mes chaînes. L'une d'elles, c'était le perfectionnisme. J'ai grandi avec une obsession de la perfection entre la culture française qui m'a aidé à apprendre la précision, le raffinement, le sens, et mes traumas de l'enfance. J'ai grandi avec cette idée que je devais vraiment réussir et éviter le plus possible d'exposer mes insuffisances pour éviter le jugement et donc l'échec. Donc de tout mon cœur, j'avais vraiment un désir de réussite en étant dans le conformisme. En gros, je voulais le beurre et l'argent du beurre. Et petit à petit, je me suis fourvoyé, j'ai erré dans ma vie. Et pourtant, quand tout ce que je vous raconte, je le vivais, j'étais incapable de me dire « Mais Athème, c'est pas toi ça ». Donc je montrais patte blanche en permanence. Patte blanche pour montrer à la gente féminine que j'étais pas un mâle toxique, patte blanche pour montrer que j'avais un minimum de respect pour mes parents, patte blanche pour essayer de ne jamais me faire virer de mes boulots. En fait, j'étais comme un acteur, un figurant, et on m'avait donné un script et je devais le suivre. Et en même temps, en parallèle, c'était bizarre en moi. C'est comme si, et je pense qu'on a peut-être tous à peu près, mais je ne sais pas, j'ai des caractéristiques émotionnelles, j'ai une certaine intelligence et des grandes capacités, mais mon problème, c'est que j'ai des problèmes d'attention et mes capacités ne se déclenchent que péniblement ou quand il y a vraiment un sens hyper important. Et donc moi j'ai grandi en cochant toutes les cases du bon gars et je croyais que j'étais plus malin que la vie et qu'il suffisait que... En fait, je réalise en vous parlant que j'ai cru que mon intelligence, mon esprit cartésien, le raffinement français, que tous ces apparats allaient me sauver la vie, que ça se trouve, Dieu ou l'univers va se dire bon ben il s'est bien comporté le mec là, le mec sympa, voire timide. Et en fait non. En fait je crois que jusqu'à mon divorce, je crois que ma vie était parsemée de sacrilèges de ma part, puisque en voulant me conformer, j'ai fait un des plus grands sacrilèges qui est celui de me diminuer et de... J'adore les enfants derrière. À chaque fois que je les entends, on dirait un exorcisme. Et donc, je grandis en ne sachant pas ce que ça veut dire être un homme. Je me dis, bon, voilà, avec une errance, avec mes désirs personnels, masculins, la société qui est d'une certaine manière
je parle de mon point de vue d'homme qui, depuis 50 ans, pour moi, crée une sorte de castration chimique qui enlève l'instinct masculin, protecteur, structurant des hommes et qui les transforme en copines. Le pire de ce qui pouvait arriver pour la France et les pays modernes. Pendant que les hordes de barbares, de migrants arrivent avec 2000% de testostérone. Et pourquoi je parle de tout ça, c'est que j'ai réalisé qu'en fait, cette vie, c'est pas de la rigolade. Cette vie est un cadeau, mais cosmique. Et que ce qui m'est arrivé à moi arrive chez d'autres personnes, mais à des degrés différents. Si c'est pas une famille de ouf malade, toxique, ça sera la société qui va te mettre à genoux et qui va dégrader ta vitalité pour que tu sois un énième consommateur et qui fasse pas de vagues et qui finisse sa vie sur les réseaux sociaux. Hein. Et en fait, c'est quelque chose d'hallucinant parce que je me rends compte que si la vie est quelque chose d'extraordinaire, la vie, dans ce cas, attend de nous quelque chose d'extraordinaire. Tu ne peux pas avoir ce cadeau qui est un corps et avec tout l'artillerie émotionnelle et prétendre accéder à tout ce que peut offrir la vie si tu n'embrasses pas la dimension extraordinaire et mythique. Et donc moi, avec mon hypersensibilité, j'ai grandi avec une insatisfaction de voir ce monde de normaux pensants parce que je n'attendais pas les personnes à devenir hypersensibles. Je sentais une forme d'ultra médiocrité, mais qui était d'autant plus nuisible parce qu'elle cherche à s'imposer et à ce que les personnes se conforment à son dictat. Alors, et donc, j'ai l'impression que je suis en train de partir dans une vidéo de 14 heures. Et donc, je grandis dans cette ambiance et cette dimension où je me suis conformé petit à petit sans m'en rendre compte, hein, depuis que je suis bébé. Hein. À la fin, ça devient ton identité. Hein. Et ce que je ne savais pas, donc cette vie, aujourd'hui je peux le dire, c'est un cadeau d'une infinie. Hein. Et en fait, j'ai grandi comme tout le monde, avec comme si la société, le monde, la famille te disait tu vois là, c'est ton niveau, tu es à 5%. Et toi, tu grandis pendant que tout le monde... J'ai réalisé dernièrement, ces quelques semaines, qu'avec ma sensibilité, mes talents, je me suis posé la question, mais pourquoi j'ai autant souffert? Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais entouré de gens, j'ai grandi avec des gens qui avaient un certain handicap émotionnel. Et les personnes que j'ai attirées dans ma vie, d'un point de vue romantique, relationnel, féminin, c'était aussi des personnes qui avaient des niveaux de conscience amoindris et des insécurités extraordinaires. Et moi, la seule chose que je demandais à mon entourage, c'était je voulais juste les aimer, hein, avec un désespoir de ma part. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, comme je suis quand même avec mes caractéristiques sensibles, tout ça, j'ai l'impression d'être un ovni. Hein. Et donc moi, j'assume complètement mes désirs d'amour. Moi, j'ai envie de... Mon rêve, c'est la paix, l'harmonie. Mais quand tu grandis dans un climat où la moitié des personnes de ta famille et des gens que tu rencontres après sont vrillés, tu fais chier en fait. J'avais l'impression que mes caractéristiques, le ATM sensible, le ATM artiste, le ATM créatif, j'avais envie d'offrir tout ça à tous ces gens que j'aime. Et j'ai l'impression que je les faisais chier parce que j'étais comme un miroir inconfortable. Tu sais, quand tu as instinctivement, naturellement, des capacités d'amour, de le donner, et ben tu fais chier pour les gens qui ne savent pas ce que c'est. Et donc tu te fais canarder. Et en fait, et tu vas souffrir les insécurités
de ces individus qui vont, comme ils ne comprennent pas du tout qui tu es, vont donc instinctivement se défendre et donc abuser de toi sous forme de colère, de gueulante, d'hurlement, d'abus, de manipulation. Et moi, comme j'étais à l'intérieur, je ne m'en rendais pas compte. Je me disais, bon, c'est peut-être ces personnes-là, c'est peut-être juste un mauvais caractère. Et donc, pourquoi je raconte tout ça, c'est que les années passant, cette identité que j'avais complètement fausse, c'est comme si la société m'avait dit « Athème, tu es à 5%. » J'ai grandi avec vraiment un grand déficit de confiance en moi. Bon, heureusement, j'ai résolu ça. Et c'est comme si la société te disait, ou la famille dysfonctionnelle, ou la relation dysfonctionnelle, te disait « Toi, ça suffit, tu saoules, tu es à 5%. » Et toi, tu grandis avec les années en te disant « Bah ouais, 5%, c'est mon 100%. » Et tu te bats, et tu ne comprends pas qu'en fait, la vie qu'on t'a imposée, c'est un piège. On t'a dit, tu es à 5%, tu te tais, tu te conformes et estime-toi bien heureux, sinon tu pourrais être presque répudié. Et donc j'ai grandi vraiment entre ma famille, la société consommatrice, conformiste, conformante, le diktat des bobos parisiens, parce que j'ai grandi, j'ai cru que pour m'en sortir, il fallait que je devienne un bobo parisien. Donc ça, c'est un autre fourvoiement rigolo. Des fois, je me marre avec mes potes, je leur dis que c'était ma période Télérama. Et donc, tu grandis comme ça, en te disant, mais bordel, comment je peux faire pour réussir ma vie? Et en fait, c'est comme si tu étais dans des marécages, et tu te dis, bon, où est-ce que je mets mon lit, quoi? C'était un truc, j'étais incapable de me dire que je devais faire quelque chose de radical. Et donc j'ai réalisé, et ça c'est grâce à j'ai réalisé qu'en fait j'étais en plein fourvoiement et que pendant un certain nombre d'épisodes dans ma vie, c'est comme si l'univers ou Dieu ou la vie me hurlait à l'oreille en me disant mais tu vas t'émanciper, est-ce que tu vas te déployer tes ailes? Donc je ne m'en rendais pas compte du tout. Et je pense que les phénomènes de société qui conformisent, qui te conforment et qui ne veulent pas que tu fasses de vagues, ne veulent pas que tu aies forcément un esprit critique développé et surtout que tu ne deviennes pas un agent subversif, le système est puissant. Et je parle de ma perspective masculine, c'est un système d'une puissance incroyable qui met à genoux les hommes avec une dimension castratrice et qui en gros enlève l'élan de vie, l'élan créateur des hommes en les culpabilisant et en leur demandant en gros de devenir, en se féminisant, en devenant conciliant, sans savoir en fait que c'est extrêmement destructeur. Donc moi j'ai grandi en niant toute velléité d'avoir confiance en moi, en voulant être un bon citoyen, en faisant le moins de mal possible. Et en fait, je me suis tiré plusieurs balles dans le pied. Et je crois que c'est ça la brillance de la vie. Je pense que cette vie est tellement extraordinaire que même si tu t'assois dans une médiocrité, il faut vraiment le vouloir pour pas comprendre les messages que la vie te donne. Et malheureusement, je vois trop souvent des personnes qui ont suffisamment réussi, juste ce qu'il faut pour payer les factures à peine, ou bien qui ont suffisamment d'argent, mais où la nécessité de l'individuation et de l'émancipation n'existe pas ou plus. Et donc moi, quand mon divorce est arrivé, qu'il était inévitable, ça a été l'un des plus grands électrochocs de ma vie. Parce que jusqu'à mon divorce, j'étais heureux d'être un papa. J'étais heureux
de fournir des ressources financières, matérielles pour ma famille. Et pour moi, c'était ma famille, mes enfants, c'était le sens de ma vie. Quand le divorce est arrivé, il a fallu, ça a été un des plus grands électrochocs, et il a fallu que je survive. J'ai eu pendant 3 ans à peu près des velléités suicidaires, des dépressions horribles où j'ai été vraiment chiant avec les enfants, où j'avais des piles d'enveloppes qui s'empilaient sur mon bureau. Il me fallait 3 mois pour commencer à ouvrir mon courrier. Mais il y a en moi, je le sais, des capacités de discernement, d'analyse intellectuelle, sensible, et j'ai presque toujours eu honte de les avoir, parce que j'avais l'impression d'être un ovni, et mon seul désir c'était d'être aimé. Et donc j'avais l'impression que ces caractéristiques en moi, qu'aujourd'hui j'apprécie dans le tard, c'était ça qui était problématique. Et il faut savoir que j'ai été assez fainéant avec ces caractéristiques que j'ai. Donc jusqu'à mon divorce, j'ai surtout lu des bandes dessinées, mais j'ai lu quelques livres que le système scolaire français m'avait dit de lire. Mais à part ça, j'avais du mal à avoir l'attention pour lire. Quand le divorce est arrivé, j'ai toutes mes capacités intellectuelles, mon instinct de survie qui s'est... Et là, je me suis mis à lire comme j'ai jamais lu dans ma vie. En 10 ans, les 10 dernières années, j'ai lu peut-être 10 ou 20 fois plus que tous les livres que j'ai pu lire avant mon divorce. Ou peut-être 100 fois plus. Et à ce moment-là, ce qui a commencé à me sauver, c'est que la première ou les 2 premières semaines après mon divorce, je me suis posé la question et je me suis dit, à thème maintenant, tu te regardes dans le miroir et tu te dis maintenant, quelle a été ta contribution à ce fiasco? Et j'étais loin de me douter il y a 10 ans que j'allais démêler, désembobiner, je ne sais pas comment on dit, des découvertes cosmiques. Jamais j'aurais pu imaginer. Donc c'est comme si en fait j'avais reçu tellement de baffes dans la vie que quand le divorce a été le dernier coup près, il a fallu survivre. Et à ce moment-là, je suis passé en mode warrior, on va essayer de comprendre. Et je ne savais pas où aller, donc j'avais pas de plan. Donc je me suis mis à lire. Et donc je me suis mis à lire. Je me suis mis à lire en psychologie, en sciences, en philosophie, j'ai lu aussi, j'ai commencé à pousser à l'étude des religions, judaïsme, christianisme et islam, surtout le soufisme. Et j'ai commencé à... Je ne savais plus où donner de la tête. J'ai acheté des livres et j'ai commencé. Et petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que cette vie est quelque chose d'extraordinaire et qu'il faut la vivre avec un élan, avec une vitalité extraordinaire. Je me suis rendu compte qu'en fait, en général, la majorité d'entre nous restons dans ce cocon de perception et on a peur d'en sortir. Et je pense que en fait, j'ai passé 10 ans à étudier, à comprendre l'humain. J'ai un amour profond pour l'humain, c'est-à-dire l'homme et la femme, ensemble et séparément. Je trouve ça magnifique avec une dimension mythique incroyable. Je pense qu'un homme et une femme sont capables de créer les forces les plus puissantes et les plus structurantes. Malheureusement, la société a
à jouer avec ça pour diviser l'homme et la femme et utiliser leurs travers respectifs, leurs insécurités, leurs déviances, pour créer des petites marionnettes, pour les diviser et créer une société d'âmes égarées où le seul sens est la consommation. Et donc, je me suis reposé vachement sur mon esprit cartésien pour comprendre intellectuellement les choses, mais ça, c'était vraiment, comment dire, c'était qu'une partie du chemin. J'avais besoin de comprendre psychologiquement ce qui m'était arrivé avec l'enfance, tout ça, donc j'ai étudié le DSM-5 et j'ai étudié, j'ai choisi un... En fait, j'ai passé plusieurs mois à me poser la question, quelle était ma contribution? Et j'ai passé peut-être 6 mois, 1 an à voir que j'avais des traumas de l'enfance dont j'étais inconscient avant. Et là, de fil en aiguille, ça m'a ramené vers l'étude de la psychologie, du DSM-5 et plus particulièrement de ce qu'on appelle aux États-Unis le Cluster B Personality Disorder. Et donc, j'ai été pris par le besoin de faire une carte familiale des 2 familles. Et suivant ma connaissance, après un certain nombre d'années, de tous les symptômes, j'ai pu faire une carte et chaque individu, globalement, avoir une idée un peu de certains traits pathologiques. Pour aller vite, en fait, tout se résume à la fin par de graves insécurités et immaturité émotionnelle de la part d'un certain nombre de membres des 2 familles. Et eux-mêmes liés à leur trauma de l'enfance. Et pourquoi je raconte tout ça, c'est que jusqu'à mon divorce, j'avais l'impression d'être un acteur. J'étais ce bibendum chamallow. Et quand tu te ramasses un obus dans la tronche, et ben là, tu peux rien, tu peux plus sourire, tu peux plus faire le mariole, tu peux plus faire l'acteur, encore moins le figurant. Et donc il s'est passé quelque chose, j'ai passé des années à faire ces recherches, mais pas uniquement dans les livres, aussi avec mes rencontres, en allant dans des séminaires, j'ai fait plein de thérapies, et je ne me rendais pas compte que ce que j'avais fait, c'était une errance nécessaire, et je pense que j'aurais pas pu aller plus vite. Mais cette errance que j'ai vécue, pour comprendre toutes les dynamiques, c'était encore une extension de l'endoctrinement que j'avais eu avant le divorce. C'est-à-dire que j'ai cru encore que j'allais pouvoir comprendre des choses en étant juste dans ma tête, en lisant des livres, en faisant des séminaires. J'ai quand même fait des exercices, j'ai quand même appliqué, mais je ne me rendais pas compte de la puissance de l'endoctrinement. Donc j'ai commencé petit à petit, et surtout ces dernières années, à me dire, et à me méfier finalement des mécanismes sournois de nos esprits pour déployer de la résistance, où en fait ton cerveau veut te protéger, te défendre contre les agressions extérieures et pour pas que tu consommes trop d'énergie. Et si tu as des certaines velléités de pensée, tu as une grande sensibilité, ton cerveau est encore plus malin et il va te donner des chemins et te dire tiens, on va lui donner une carotte parce que s'il prend ce chemin, ça va être trop dangereux puisque c'est l'inconnu. Donc tu vas te retrouver en boucle avec des réflexions sociétales ou liées au trauma de l'enfance, et tu vas croire que tu progresses alors qu'en fait tu es en mode tu tournes en rond. Et donc la vie faisant bien les choses, je me ramasse le décès de mon père, je me ramasse une relation qui part en vrille, j'ai l'impression que j'échoue tout. Après le divorce qui arrive, c'est le dernier uppercut, et là je suis à demi-mort le soir, quelques semaines après, à monter des meubles Ikea la nuit en chialant. Et là je repense à ma vie
et je commence à comprendre des choses qui étaient floues, comme la dimension mythique. J'essaierai de parler, d'expliquer de mieux en mieux, mais je galère. Et je me rends compte petit à petit, en déployant ma quête spirituelle, qu'il y a quelque chose qui dépasse tout ça, que tout ce qui était arrivé, c'était prévu pour d'une certaine manière me sauver. Et c'est comme si en fait j'étais arrivé avec un corps, une âme, un esprit et que j'avais fait le sacrilège de ne pas l'exploiter de la bonne manière. Que en fait j'avais exprimé une forme d'égoïsme extrême en essayant de ne pas faire de vagues dans ma vie, d'éviter les conflits. En fait, j'ai l'impression d'avoir été conditionné, de me percevoir insuffisant et de maintenir cette perception plus tard en étant un mec, un bon gars, extrêmement courtois et qui marche sur des œufs en permanence. Et pourquoi je parle de tout ça, c'est que le combat que j'ai dû mener, c'est que quand la vie ou l'univers décide qu'à un moment donné ça suffit les conneries, la vie est sans pitié. Elle te donne suffisamment d'épreuves et de souffrances, juste ce qu'il faut pour pas que tu meurs, tu vois. Mais juste... je sais pas par quel miracle je suis là en train de vous parler, mais ce que j'ai remarqué, c'est que on a du mal à comprendre le côté surpuissant de cette vie et à quel point, si on ne l'honore pas, on entre dans l'ère du sacrilège. Et à ce moment-là, les souffrances, les tourments deviennent cosmiques. Et c'est pour ça que j'invite si c'est possible, à ce que tout le monde fasse un travail d'introspection et développe au moins un désir d'émancipation face aux habitudes et à l'identité que l'on a créée depuis l'enfance. Parce qu'il y a de grandes chances qu'elle ne soit pas, cette identité-là, soit plus un costume ou un jeu de rôle, plutôt que l'être ultra lumineux que nous avons tous en nous. Et donc j'espère que cette vidéo n'est pas méga longue. J'ai aucune idée depuis combien de temps je parle là. Et le truc qui est fou, c'est que quand la vie nous donne des opportunités, c'est comme si en fait il y a un organe en nous qui se crée, qui s'allume, et d'un seul coup on arrive à percevoir des alignements, des indices, et on ne sait pas où est-ce que ça mène. Mais comme j'avais grandi avec cette identité fausse, j'ai eu beaucoup de mal à enlever toutes les couches de l'oignon qui avaient créé mon identité et auquel je m'identifiais. Et donc il a fallu aller au combat. J'ai dû bien sûr me réconcilier avec mon père qui était décédé depuis 2002. Donc j'ai découvert que j'avais été endoctriné, enchevêtré avec la perception de ma mère. Et ça a été très dur, tu sais, c'est comme quand tu te rends pas compte, tu t'es baladé, tu as vécu dans une secte, et en fait, ça t'a jamais posé de problème, tu es dans la secte depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, et le jour où il y a un accident, où tu dois en sortir et que tu fais un travail incroyable, un peu comme dans Matrix, quand tu sors de la Matrix, et ben c'est pas de la joie que tu as, tu souffres. Et moi j'ai souffert quand je me suis rendu compte vraiment dans le tard, parce que même après le décès de mon père, j'étais toujours endoctriné, enchevêtré psychologiquement avec la perception déformée, toxique de ma mère. J'avais fait d'une certaine manière, j'avais fait allégeance non seulement à ma mère, mais aussi à sa perception à tout. Et donc,
Donc quand je me suis émancipé, quand je suis sorti de la matrix familiale, mais pendant 1 an ou 2, j'avais envie de vomir. J'avais l'impression qu'on m'avait trompé, que j'avais gâché des trucs, bref. Et encore une fois, pourquoi je parle de tout ça, c'est que tous les efforts que j'ai faits d'émancipation, d'individualisation, n'étaient pas suffisants. C'est le travers qu'on a dans ces sociétés modernes où en fait finalement on croit qu'on fait un travail intellectuel et qu'on s'émancipe et en fait on ne s'émancipe pas. C'est juste qu'on croit qu'on fait des pieds et des mains, mais en fait c'est que dans notre tête, c'est un peu dire voilà, je vais m'émanciper, maintenant je vais faire tous les efforts qui sont possibles et je vais commencer par allumer la télé ou regarder YouTube. Ça c'est 5%, 10% de l'effort. Tout le reste c'est d'aller au fond de soi, presque d'un point de vue spirituello, biologique, animal, mythique, et commencer à se mettre dans des situations inconfortables. C'est-à-dire, je sais pas moi, je prends cette image, lorsqu'on ne se sent pas bien et qu'on a vécu toute sa vie sur son canapé, et ben peut-être que pour s'émanciper, c'est pas le moment de prendre un livre et de continuer à le lire dans le canapé. Peut-être qu'il faut aller prendre des cours de danse. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé moi lorsque je me suis rendu compte que c'était assez. J'avais compris énormément de choses en psychologie dans mes recherches et aussi j'avais pratiqué. J'ai eu besoin d'avoir un certain nombre d'expériences humaines pour savoir pour comprendre ce que j'essayais de comprendre, d'étudier. Et donc ce travail d'émancipation a été extrêmement douloureux, mais il n'a pas été suffisant. Et c'est uniquement le dernier électrochoc que j'ai eu, c'était quand mes enfants m'ont rejeté il y a 7 ans. C'est là que ça a été le point, j'allais dire le point culminant, mais à l'envers, en bas. J'ai touché le fond cosmique et en fait, tous mes traumas de l'enfance ont ressurgi. Mes angoisses, mes insécurités, tout ça a été vraiment une sorte de purée de trucs. Et là, heureusement que j'avais fait un travail. Et c'est assez fascinant dans la vie. C'est comme si en fait Dieu ou l'univers te met juste des épreuves comme il faut. Par exemple, je me suis ramassé il y a 7 ans quand mes enfants m'ont rejeté. Si je m'étais ramassé trop tôt, genre 10 ans plus tôt, je serais mort. Et c'est comme si la vie te dit, bon ben, tiens, on va lui foutre une baffe. Mais merde, il n'a rien compris. Bon, c'est pas grave, on va lui balancer un caillou. Il a compris. Mais chaque fois que tu te ramasses la petite claque, tu te fortifies. Et moi, je comprenais rien, décès et tout. Donc, quand il y a eu le divorce, je croyais que j'avais compris la leçon dont je faisais. En fait, j'avais fait que pendant 3 ans, 3-4 ans, j'avais fait plein d'erreurs, plein de conneries. Je tâtonnais. Mais en fait, il fallait le faire, il fallait faire des erreurs, ce que je vais expliquer ça dans 2 minutes. Et il s'est passé, c'est comme si l'univers ou Dieu s'est dit, mais ça va pas assez vite, tu vois. Et là, je me ramasse, la dernière claque, c'est le tsunami. Et là, à ce moment-là, il a fallu que je fasse un travail titanesque de remise en question et j'avais du mal à comprendre. Et là, j'ai réalisé énormément de choses. Que en fait cette vie, lorsqu'on a peur de l'honorer, on a peur de la vivre, et on a peur de lui donner ce qu'elle attend de nous, c'est-à-dire un esprit vivant, plein de vitalité, avec un instinct subversif où ce qui compte c'est de passer à l'action plutôt que d'être dans la rumination. Et c'est comme si d'un seul coup tu arrives toi et tu te dis bon ben je suis ceinture bleue, je vais peut-être me battre avec la ceinture noire 7e dan, ça marche pas. Et donc quand le tsunami est arrivé, j'ai dû redoubler d'efforts et faire un travail pour comprendre ce que la vie attendait de moi. Et à ce moment-là, j'ai passé pas mal d'années à être en mode survie émotionnelle. Et en fait, j'étais
pas du tout prêt à ça parce que moi je m'étais construit pour avoir une certaine capacité intellectuelle, pour réussir à gagner de l'argent, être un provider. Et en fait, je ne me rendais pas compte que cette partie-là, c'était la partie du monde matériel et qu'une certaine manière, elle est très importante, mais elle ne répond en rien à l'expression d'amour, comment aimer, comment le recevoir, comment assumer, comment développer son être authentique. Et donc toutes ces informations m'ont signalé fortement que je devais faire un travail pour accéder à mon être ultra authentique, qu'en fait je ne pouvais plus continuer ma vie à gérer la chèvre et le chou, à marcher sur des œufs, à être sympa. Je ne dis pas qu'il faut devenir une ordure ou un connard, hein, mais j'ai compris qu'en fait la vie c'était quelque chose qu'on honore et qu'à titre individuel on doit se forger. Alors je parle parce que je suis un homme, donc il y a ces notions instinctives chez l'homme dans l'ADN masculin qui sont honneur, vertu, discipline, cohérence, détermination, résilience. Et donc il a fallu que je fasse un travail titanesque sur une dizaine de fronts. Et étonnamment, la partie qui m'a le plus apporté, c'est la dimension spirituelle. Je ne suis pas un religieux, mais j'ai beaucoup de fascination pour les religions et leur sagesse infinie. Et j'ai envie de croire que la sagesse des religions, à la base, avant qu'elle soit détournée par les humains et les religions organisées, il y a une forme derrière il y a une bienveillance et de l'amour et de l'altruisme, et surtout cette dimension sacrée qui manque au monde. Et donc voilà, et donc à chaque jour, donc c'est peut-être ces 5-6 dernières années, chaque jour où je me lève, au début c'était comme si à chaque matin que je me lève et qu'à la fin de la journée j'étais toujours en vie, c'était un exploit. Chaque fois qu'un jour passait, je le vivais comme un exploit. Genre, et là, tout ça m'a donc révélé que je ne pouvais pas y arriver en étant uniquement dans le cogito, dans l'ultra-réflexion, dans l'analyse, que tout ça, je me suis rendu compte en fait que tout le travail que j'ai fait de compréhension intellectuelle, c'était une forme d'errance nécessaire, parce que pour pouvoir trouver, il faut d'avoir accepté que l'on est perdu. Donc j'ai assumé cette errance, mais je croyais qu'elle m'emmènerait quelque part. Et en fait, cette errance m'a permis juste de survivre. Et qu'en fait, le vrai travail, il est dans l'âme humaine, dans le sacré et dans le passage à l'acte, c'est-à-dire accepter de s'exposer, accepter de multiplier les situations inconfortables, d'aller parler à un inconnu, de faire des choses, de s'exposer. Et c'est pour ça que quand j'ai compris tout ça, c'est là que j'ai décidé de faire cette chaîne, pour en parler, pour pour m'exposer, exposer des choses, ma foi, très intimes, et risquer l'exposition. Et je peux vous dire que ça a été une expérience extraordinaire, pas uniquement grâce à vous et à la multitude de commentaires géniaux de gens, et à toutes ces âmes extraordinaires qui me regardent. Je suis ému et en totale reconnaissance, mais c'est pas ça, c'est le fait que peu importe ce que c'est, pour d'autres ça sera, je sais pas moi, faire de la chanson ou aller faire de la peinture ou aller prendre sa bagnole et partir 3 mois. Moi, c'était d'une certaine manière de me découvrir, de me familiariser avec moi-même en m'exposant. Et c'est pour ça que quand j'ai fait cette chaîne,
très rapidement, en quelques mois, j'avais eu beaucoup plus de résultats que toutes les thérapies que j'ai pu faire, où tu payes pour que l'autre accepte de t'écouter pendant 1 heure. Et en fait, c'est là que j'ai réalisé petit à petit qu'en fait, il y a en nous un être authentique, un être de lumière. Je sais que ça peut paraître cheesy ce que je dis, mais qu'en fait, si on ne fait pas notre travail, quel qu'il soit, hein, toutes les vies sont différentes, la souffrance que l'on vit, les déprimes que l'on a, les ressentiments qu'on a, c'est parce qu'on souffre de ne pas être nous-mêmes. Et le problème, c'est que comment être soi-même lorsqu'on ne sait même pas qui on est, d'où on vient. Et c'est là que la souffrance arrive. Donc je pense que le malheur dans cette vie moderne, c'est qu'en fait, depuis l'enfance, on apprend très rapidement à se conformer et à développer des mécanismes pour repousser cette question de l'émancipation, de l'individuation au plus tard possible. Ce qui est une grave erreur, peut-être qu'il n'y a pas d'autre solution, parce que à chaque fois qu'on repousse cette question existentielle, ça a un prix, et le prix augmente. Et à la fin, tu te ramasses toutes les factures d'un seul coup dans la gueule. Et donc c'est pour ça que je fais cette chaîne, en espérant qu'elle inspirera les jeunes, et d'accepter de prendre des risques dans la vie, de faire un maximum d'erreurs. Donc ça, c'est un message pour les jeunes, hein. Faites plein d'erreurs, sauf bien sûr les erreurs qui pourraient vous endommager psychologiquement ou sexuellement, ou que vous mettrez en prison, ou des risques liés à la santé physique et mentale. Mais en dehors de tout ça, prenez des risques, faites plein d'erreurs, parce qu'en fait, le corps humain, d'un point de vue sacré, d'un point de vue biologique, d'un point de vue, il est fait pour... c'est un système itératif. Et l'âme humaine, le corps, a beaucoup plus d'informations, est fait pour gérer l'erreur, les errances, et il en déduit 10 fois plus d'informations que la réussite. On a, aux États-Unis, on a cette idée que derrière chaque personne, plus la personne réussit, et plus ça veut dire qu'elle a traversé un certain nombre d'échecs qui ont été ses leçons. En fait, je soupçonne, j'en suis sûr, que pour réussir sa vie, quelle qu'il soit, je ne parle même pas de la réussite matérielle, hein, pour réussir son épanouissement, sa libération, son émancipation, il faut prendre tous les risques. Et quand j'ai les risques, c'est pas forcément se jeter sous une voiture ou faire le cascadeur. Ça veut dire parfois appeler quelqu'un, un ami, se remettre en question, même pour des trucs. Parfois faire des choses qui seraient peut-être gênantes, embarrassantes. Bref, retrouver, se rapprocher de sa lumière. Voilà. Et je pourrais en parler pendant des jours, hein, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais en tout cas, tout ça a fait qu'aujourd'hui, je suis en train de devenir la personne. J'arrive à assumer ce que j'ai toujours voulu. Depuis que je suis né, je voulais de la paix, de l'harmonie, de la connivence, de la connexion, de l'amour. Je voulais donner de l'amour et en recevoir. Et j'ai eu la chance depuis l'enfance, d'avoir rencontré des âmes extraordinaires qui ont été mes amis, comme mes amis d'enfance et mes amis de ces aussi 30 dernières années. Et j'ai plusieurs amis hyper talentueux, avec une grande aussi réussite et une aisance financière. Et j'ai eu un de mes amis il y a 1 mois ou 2, je crois. Et on parlait, et vers la fin de la conversation, il me dit « Mais tu sais, Atem, je t'aime. »
Et moi, j'avais pas l'habitude. Je rigolais et tout. Et après, lorsqu'on a fini la conversation, pendant une demi-heure, j'ai failli chialer, quoi. Parce qu'en fait, c'était... c'est tout ce que je voulais. C'est-à-dire que j'ai passé une vie à courir après cet amour parce que j'avais besoin de cet amour extérieur pour me dire que je suis comment dire, que je peux être aimable. En fait, j'ai grandi jusqu'à pas longtemps, jusqu'à quelques années après le divorce, en pensant qu'il fallait que je fasse des pieds et des mains pour être aimé, il fallait que je sois en réussite, il fallait que je fasse une liste énorme pour juste avoir un peu d'amour, un peu de considération. Et en fait, c'était un conditionnement que et donc j'ai grandi avec ce désespoir, cette soif. Et donc après tout le travail, aujourd'hui, j'arrive avec une sorte de... Je n'ai plus besoin, comme je l'ai dit dans une assez vieille vidéo, j'ai appris petit à petit que peut-être c'était à moi de donner de l'amour, point barre, et d'arrêter de vouloir en recevoir. Et c'est marrant, c'est que j'ai eu l'impression de passer ma vie comme un mendiant à quémander de l'amour. Et quand j'ai fait tout le travail, où j'ai redéployé, reconstruit ma colonne vertébrale, quand j'ai soigné mon âme et que j'ai soigné mon cœur, c'est là que j'ai de l'amour que j'ai pas demandé et qui m'arrive en pagaille. Et ça, je fais tout, je fais en sorte de ne pas avoir une larme à l'œil là, et mon amour profond pour l'âme humaine fait que j'ai beaucoup d'émotions et j'ai une capacité d'émerveillement extraordinaire et j'en suis fier. Et donc, et aujourd'hui, je peux le dire, c'est comme si l'univers m'avait envoyé des cadeaux que je ne pouvais pas comprendre à l'époque, des cadeaux trop pourris de Noël, tu sais, tu ouvres ton cadeau de Noël et c'est une brique à la place. Et moi, je me suis dit, mais c'est quoi ces cadeaux? J'ai le décès de mon père, j'ai une relation plus que tumultueuse, j'ai un divorce, mais c'était quoi ces trucs? Et en fait, comme on dit en anglais, those were blessings in disguise, ce qui veut dire que c'était en fait des bénédictions cachées, parce que ma conclusion, c'est que, en tout cas dans mon cas, je pense que c'est la majorité, c'est impossible de faire ce travail d'émancipation, d'individuation. Tout le travail que j'ai fait, jamais de la vie, j'aurais fait même 0,1% s'il n'y avait pas eu le divorce et s'il n'y avait pas eu l'amour que j'ai pour mes enfants et donc leur rejet il y a 7 ans qui a été l'électrochoc de ma vie. Et donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que cette vie, c'est de la folie, c'est un truc de fou si on accepte de rentrer dans l'arène. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos pour vous peut-être inspirer certains pour s'exposer, pour utiliser tout ce que j'essaie de dire, passez en action, faites des erreurs, un max, et essayez d'en tirer les leçons les plus rapidement possible. Ne restez pas dans les erreurs, mais n'essayez pas de vous développer dans le virtuel sous la forme de vidéos YouTube et de séminaires et de conversations. Osez le conflit, osez aimer, osez vous montrer, osez révéler votre part capable d'émerveillement.
et reconnecter avec votre force divine et lumineuse, parce que c'est là que tout se joue. Je soupçonne grandement que lorsqu'on prie et qu'on croit que prier pour Dieu, qu'on essaie de connecter à Dieu, je soupçonne grandement qu'en fait la connexion à Dieu est déjà en nous et qu'on fait juste un travail de déterrer ce qui est déjà au fond de notre âme. Voilà, j'aurais pu en faire des heures, mais je vais m'arrêter là. En tout cas, ça me fait plaisir de revenir. Et puis vous m'avez manqué. Et puis je vais essayer de revenir avec des sujets que je n'ai pas osé partager, qui sont liés à ma quête personnelle, ma quête spirituelle. C'est des trucs hallucinants, mais qui me parlent et dont je suis convaincu. Voilà. En tout cas, merci. Et gigot d'agneau. À bientôt.